Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci beaucoup aux organisateurs, organisatrices de m'avoir invité. C'est un peu un moment particulier puisque il faut que je précise tout de suite que je reviendrai sur ma carte d'identité partielle, mais un des éléments particuliers aussi pour cette journée, c'est le partage du moment avec Bertrand Bocquet, qui a aussi un rôle particulier dans ma trajectoire. Je vais y venir tout de suite. Tout d'abord, je voudrais dire quelques mots sur d'où je parle aujourd'hui, vis-à-vis de cette présentation qui va porter sur ce que je vais appeler moi les pratiques de recherche participative ou de coproduction des savoirs. C'est la notion que j'ai utilisée dans ma thèse. Et donc aujourd'hui, je vais parler en tant que salarié de l'association Sciences Citoyennes, qui a 22 ans d'existence maintenant et qui s'est donné pour objectif, pour ambition, de favoriser l'appropriation citoyenne et démocratique des sciences afin de les mettre au service du bien commun. Et donc aujourd'hui, l'association a à peu près 180 adhérents et peut compter sur une équipe de salariés de 4 membres, accompagnés donc de temps en temps par des collègues en service civique ou en stage. Aujourd'hui, donc, on a une collègue en stage qui nous accompagne. Et donc, les activités de l'association se sont orientées sur 5 axes différents que je ne vais pas présenter en détail aujourd'hui, ça prendrait un petit peu de temps. Mais en tout cas, ils sont détaillés sur le site internet de l'association. Donc, je vous inviterai bien sûr à aller découvrir si vous êtes curieux, curieuse, les différentes activités qu'on mène sur ces 5 axes-là, mais je voulais au moins les présenter pour que vous compreniez aussi un peu comment va se positionner ma présentation vis-à-vis de ça. Donc les 5 axes de l'association Sciences Citoyennes de travail sont les axes réorienter la recherche, démocratiser les politiques de recherche, et donc je reviendrai aussi sur la notion de démocratiser qui n'a pas toujours, enfin qui n'a pas grand-chose à voir avec le fait de faire participer. Je reviendrai peut-être là-dessus plus précisément. L'idée de responsabiliser la recherche et l'expertise. Également, produire une analyse critique des technosciences. Également, se mobiliser avec la société civile. Et ce qu'on appelle le renforcement du tiers secteur scientifique. Je reviendrai plus précisément sur le 5e, puisque ma présentation va s'inscrire dans cet axe-là précisément. Et effectivement, les activités que je mène au sein de Sciences Citoyennes s'appuient aussi sur les travaux que j'ai pu mener dans le cadre d'un doctorat. Doctorat que j'ai réalisé au CNAM, au sein du laboratoire Histoire des technosciences en société, pour réaliser une thèse donc dans le domaine interdisciplinaire sciences techniques société, et donc qui a porté sur ce que Sciences Citoyennes appelle recherche participative, que moi j'ai appelé dans ma thèse en empruntant la notion au sociologue des sciences Michel Calon, que j'ai appelé coproduction des savoirs, c'est-à-dire des processus, des pratiques de collaboration entre des chercheurs et des acteurs associatifs dans le cadre de 3 études de cas dans les domaines de la santé, de l'environnement et de la lutte contre la pauvreté. Je reviens donc très rapidement, effectivement je précise, l'idée dans ma thèse c'était aussi de travailler sur les pratiques de coproduction de savoir entre chercheurs et acteurs associatifs, mais aussi de réfléchir et d'étudier l'articulation entre la réalisation de ces pratiques-là et aussi les cadres dans lesquels ces pratiques-là pouvaient être mises en place. Et donc, j'ai essayé de travailler, d'étudier ces pratiques-là à un niveau micro-sociologique, mais aussi méso-sociologique, pour savoir exactement dans quel cadre, les cadres qui pouvaient rendre possible, voire contraignants, les contraindre un peu, ces pratiques de coproduction des savoirs. Et donc, les études de cas que j'ai pu mener dans le cadre de ma thèse portaient sur un groupe spécifique mis en place par l'INSERM, qui était le groupe INSERM Alcool, un projet en particulier qui avait été soutenu par le ministère de l'Environnement dans le cadre de son programme Repère, et également donc les pratiques du mouvement ATD Quart Monde lorsque ATD Quart Monde a mis en place à la fin des années 90 son tout premier programme de ce qu'il a fini par appeler le croisement des savoirs, donc le programme Quart Monde d'université. Je reviens rapidement donc sur les 5 axes, mais je vais pas m'attarder dessus. C'était une illustration, mais peut-être au moins vous signaler que pour
l'axe du milieu, sur se mobiliser avec la société civile. Sciences Citoyennes organisera un événement, enfin la deuxième édition d'un événement en octobre à Lyon, avec le mouvement pour les savoirs engagés et reliés dont Sciences Citoyennes est membre, avec d'autres associations et des collectifs de chercheurs, chercheuses, pour réfléchir aux modalités de permettre, en tout cas les conditions, de rendre possible les conditions pour que les chercheurs, chercheuses puissent travailler au service, mettre à contribution leurs expériences, expertise et savoir au service des mouvements sociaux. Voilà, je m'arrête là. Les 5 axes, vous pourrez les retrouver sur le site de Sciences Citoyennes. Je viens plus précisément sur un axe en particulier. L'axe renforcé, le tiers secteur scientifique. Et je vais aller assez vite puisque dedans, on retrouve les boutiques des sciences que Bertrand Boquet a très bien présenté avant à travers l'exemple de celle de l'Université de Lille. Donc je reviens pas dessus, juste préciser que Sciences Citoyennes, depuis le début de ses activités, s'investit dans le développement de ce dispositif-là qu'elle trouve pertinent pour rendre possible en fait la rencontre sur des territoires entre les acteurs de ce territoire, mais aussi les communautés scientifiques qui sont présentes sur ce territoire-là, et donc essaye de travailler à monter la dissémination des boutiques des sciences, d'autant plus que le contexte est aujourd'hui assez favorable, sachant que malgré toutes les critiques qu'on peut formuler contre la loi de programmation de la recherche de 2020, sur cet exemple-là des boutiques des sciences, elle appuie en tout cas la reconnaissance de ces dispositifs-là, puisque les boutiques des sciences sont reconnues dans le rapport annexé de la loi comme un dispositif pertinent pour pouvoir favoriser en fait cette mise en lien des acteurs des territoires avec les communautés scientifiques. Dans ce cadre-là aussi, on va travailler à faire reconnaître, à mener un plaidoyer pour la reconnaissance de ce qu'on a appelé le tiers secteur scientifique. C'est aussi d'identifier et de rendre sa juste place à la capacité de production de savoir d'acteurs qui sont aujourd'hui non reconnus comme légitimes pour ça. Et donc, à côté de ceux qui sont reconnus pour ça aujourd'hui, c'est-à-dire la communauté scientifique, mais aussi la recherche industrielle, de faire reconnaître ce tiers secteur scientifique comme détenteurs, producteurs et détenteurs de savoirs qui sont tout aussi pertinents pour faire face aux problèmes complexes auxquels on peut faire face aujourd'hui sur différentes thématiques, que ce soit les questions climatiques, sociales, sanitaires, etc., et j'en passe. Et donc des acteurs comme les acteurs associatifs, les syndicats, des collectifs d'habitants, etc., qui sont en capacité aujourd'hui de produire des savoirs qui ne sont pas, selon nous, reconnus à leur juste valeur. Et enfin, dans cet axe-là, on va travailler aussi au développement de la recherche participative. Et donc, je vais avancer un peu plus donc, sur ce sujet-là précisément, la recherche participative à Sciences Citoyennes, qui est un sujet porté par l'association depuis quasiment sa création. Je ne vais pas revenir sur tous les points de la frise, c'est ici plutôt pour vous présenter que ça s'inscrit vraiment dans l'ADN comme d'autres sujets que l'association porte depuis son origine, dans l'ADN de l'association, puisque très tôt elle a commencé à lancer un certain nombre d'activités et même de plaidoyers et de collaboration avec des acteurs publics pour favoriser la reconnaissance par les pouvoirs publics, par les acteurs publics, mais aussi de rendre possible le développement des recherches participatives en France, notamment. Donc elle a travaillé un certain nombre de collaborations avec le Conseil régional en 2005 pour la création du dispositif de la région Partenariat Institutions Citoyens pour la Recherche et l'Innovation, PICRI. Elle a également travaillé un certain nombre de productions de travaux écrits qui sont disponibles sur le site internet, des rapports sur différentes dimensions de la recherche participative. Et puis plus récemment, et je reviendrai dessus, à la création d'autres dispositifs ou à l'appui d'autres dispositifs de soutien à la recherche participative. J'avance un petit peu pour revenir sur un vrai problème aujourd'hui qu'on rencontre sur la question de la définition. Et je suis obligé de revenir un peu là-dessus puisque ça avait déjà été un peu abordé dans d'autres séances du séminaire sur le fait qu'on a
un vrai problème de compréhension aujourd'hui sur ce qu'on entend par recherche participative, mais aussi ce qu'on entend quand on utilise d'autres termes qui peuvent être utilisés dans les mêmes discours. Donc j'en ai cité que quelques-uns, hein, recherche participative, recherche collaborative, recherche coopérative partenariale, recherche-action participative, sciences citoyennes, sciences participatives, il y en a plein. Voilà. Et donc, ça crée ce que j'ai appelé là brouillard terminologique, enfin ça crée une énorme confusion, et confusion qu'on retrouve autant dans les discours des acteurs que dans les travaux scientifiques. Aujourd'hui, la recherche scientifique nous aide très très peu à démêler ce qu'il y a véritablement derrière ces termes-là utilisés, et notamment en termes de pratique sociale. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe derrière quand on utilise tel ou tel terme. Il est très difficile d'avoir accès véritablement aux pratiques sociales qu'on veut indiquer derrière. Et donc ça crée forcément, cette confusion-là peut aussi amener des formes de manipulation sur ce qui peut se passer derrière, ou des formes de valorisation de certaines pratiques qui sont en fait non véritablement mises en œuvre, mais en tout cas valorisées dans les discours. Et donc on a un vrai problème aujourd'hui, c'est la nécessité, selon moi, aujourd'hui de devoir obligatoirement, quand on veut travailler sur ces enjeux-là, de revenir à cet exercice de définition pour que lorsqu'on intervient, lorsqu'on s'exprime, les interlocuteurs, interlocutrices sachent de manière transparente de quoi on veut véritablement parler. Et je prendrai qu'un seul exemple, puisque ça touche le nom de l'association. Si je prends Sciences citoyennes, cette notion-là, effectivement, elle s'est vue émerger dans la littérature anglophone, et à peu près à la même époque, donc dans les années 90, elle émerge aux États-Unis à travers les travaux d'un ornithologue qui a utilisé la notion de citizen science pour aborder la question de l'observation et donc de pratiques d'implication de bénévoles dans l'observation, mais également à peu près à la même période, donc 1995, j'ai indiqué là donc la couverture du livre du sociologue Alan Irvine qui a utilisé la notion de citizen science pour désigner davantage la capacité de production de savoir des citoyens et citoyennes non rattachés à la communauté scientifique et la nécessité, et donc il faisait dans ces travaux-là la promotion en fait d'une mise en relation de ces différentes capacités de production de savoir qu'était la recherche scientifique avec la société civile à travers les dispositifs de boutique des sciences notamment. Pour Sciences citoyennes, donc il y a un enjeu très très fort, enfin il y a des principes critères de différenciation que sont donc le degré de participation des non-chercheurs académiques à la recherche, le niveau de contribution au bien commun, j'y reviendrai un petit peu après, et la validité scientifique des résultats. Cette définition utilisée par Sciences citoyennes, c'est également à peu près la définition que je prends moi quand j'utilise coproduction des savoirs. Je reviens donc sur les travaux du sociologue Michel Callon, sociologue des sciences, avec l'idée que l'implication de ce qu'il appelle les profanes, c'est-à-dire les groupes concernés, les personnes concernées, les groupes concernés, ces personnes concernées, interviennent donc dans l'élaboration de la recherche et interviennent non uniquement à l'étape de la production de la donnée, donc ce qu'il appelle l'accumulation primitive, donc où on peut faire appel à une contribution bénévole de citoyens, citoyennes, organisés ou non, pour récolter massivement des données utilisables par les scientifiques, donc d'aller beaucoup plus loin dans le type de collaboration et des processus donc, de coproduction de savoir, en impliquant les personnes concernées ou les groupes concernés dans la production des savoirs, leur orientation et leur évaluation. Ça renvoie aussi à l'idée qui est développée aussi par Michel Callon, mais cette fois-ci dans un ouvrage qu'il a coécrit avec deux collègues, Pierre Lascoum et Yannick Barr, donc j'ai mis la pochette du livre là sur ma diapositive, Agir dans un monde incertain, essai sur la démocratie technique, où effectivement il renvoie aux deux notions qu'a évoqué Bertrand Boquet tout à l'heure, la notion de recherche confinée pour la recherche de laboratoire et la recherche de plein air, pour cette capacité de production de savoir aussi par des acteurs non scientifiques, avec l'idée que et avec la volonté pour eux de promouvoir aussi ces dynamiques de collaboration à toutes les étapes du processus de recherche scientifique. Et là, je reviens, donc on a à peu près, enfin, on voit qu'on a à peu près les mêmes références avec Bertrand. J'utilise aussi
les chaînes d'Arstein. Ici, moi, si je l'utilise là, c'est justement pour revenir sur l'idée que, en fait, il y a une grande confusion aussi, malheureusement, dans les travaux des scientifiques. Donc, du coup, ça nous aide pas. Enfin, on était censé pouvoir compter sur une communauté scientifique pour améliorer notre compréhension. Et là-dessus, il y en a beaucoup qui nous aident pas beaucoup sur le fait que la participation n'est pas un synonyme de démocratisation. Il y a beaucoup de dispositifs qui sont des dispositifs qui font participer des citoyens, des citoyennes, mais qui sont très très loin de favoriser l'accroissement de leur pouvoir sur les processus. Et c'est aussi ce que voulait indiquer Shiri Einstein à travers son échelle, c'est-à-dire que vous pouvez très facilement faire de la participation, ouvrir des espaces pour des citoyens, citoyennes, mais qui vont être des espaces où ils n'auront strictement aucun pouvoir sur les processus. Et donc la recherche participative, telle que Sciences Citoyennes la considère, elle vise exactement ça, cette problématique-là du pouvoir qui est donné aux acteurs concernés, aux associations, sur le processus de recherche, sur le processus de production de savoir. Et voilà, je m'arrête là, je mets les références sur la diapo. L'enjeu, donc, j'en viens à la question de la démocratisation pour Sciences Citoyennes. La recherche participative, c'est pas un objectif en soi, c'est un moyen pour aboutir à l'objectif que j'ai présenté tout à l'heure d'appropriation citoyenne et démocratique des sciences pour les mettre au service du bien commun. C'est un peu la formule pour désigner en fait l'objectif de Sciences Citoyennes. L'idée, à travers la recherche participative, c'est d'être un moyen parmi d'autres pour aboutir à cette démocratisation des sciences. Quand on veut parler de démocratisation des sciences, il faut aussi être au clair sur ce qu'on entend par science. Voilà. Et dans les communautés scientifiques, c'est pas toujours évident que cette compréhension de ce qu'est la science soit véritablement établie, partagée. Et donc, il y a quand même nécessité de revenir un peu sur certains éléments de la science, et je vais faire très très vite, parce que je pense que je suis déjà très en retard. Notamment, donc, certains éléments que je présente trop rapidement là, mais en tout cas, je mets les références sur lesquelles on peut se baser pour retrouver ces éléments-là. L'idée que les sciences, aujourd'hui, nécessitent une maîtrise, notamment en termes d'effets, et ça, la recherche scientifique, elle n'est pas du tout équipée aujourd'hui pour se poser beaucoup de questions sur les effets de ses propres développements, ce qui nécessite pour nous donc de démocratiser et la nécessité que les citoyens citoyennes aient un regard aussi sur les développements scientifiques, sur les orientations scientifiques, mais ça c'est d'autres travaux de sciences citoyennes donc je reviens pas trop dessus, mais la nécessité en fait de faire accepter aussi aux chercheurs et aux chercheuses qu'ils travaillent surtout sur du doute, sur des incertitudes, et il nécessite aujourd'hui que ces doutes et ces incertitudes soient partagés aussi avec les citoyens et les citoyennes, d'autant plus que les effets vont être, et notamment les effets délétères, vont être subis par les populations à travers les développements scientifiques et technoscientifiques aujourd'hui. L'idée aussi que la recherche scientifique, elle ne se mène pas uniquement pour des purs objets de production de connaissances. Voilà. Il y a déjà plein de travaux en sciences humaines et sociales qui ont démontré que le champ scientifique était aussi un champ concurrentiel où en fait la recherche scientifique avançait avec bien d'autres objectifs que cette pure volonté de produire de la connaissance, mais aussi des enjeux concurrentiels, d'obtention de financement et voire de concurrence entre équipes, entre disciplines, etc., etc. Je ne reviens pas trop là-dessus. La question de la légitimité aujourd'hui, j'évoquais l'idée de faire reconnaître l'existence d'autres types de savoirs aujourd'hui produits dans notre société, mais aussi revenir sur l'idée que effectivement le monopole dont bénéficient aujourd'hui les chercheurs, les chercheuses de la production de savoirs légitimes doit être remise en question pour différentes raisons, notamment le fait que la recherche scientifique a montré ses limites en termes de réponse à apporter face à des phénomènes complexes, a aussi montré qu'elle était capable de produire des effets délétères que pouvaient subir les populations par la suite. Et donc, ce que j'évoquais tout à l'heure, le fait qu'il existe d'autres types de savoirs qui peuvent être tout aussi utiles et pertinents pour traiter un certain nombre de phénomènes complexes
Et donc retravailler sur cette question de légitimité des savoirs produits. L'idée de la non-neutralité, non-autonomie des sciences, que ce soit vis-à-vis du politique, que ce soit vis-à-vis de l'industrie, cette autonomie, neutralité n'a jamais existé. Il y a des travaux qui l'ont démontré, et donc aujourd'hui, l'idée, c'est pas de crier que c'est un problème, c'est juste de faire avec, en fait. Il s'agit d'intégrer, en fait, ces données-là, et de faire en sorte que on puisse travailler au-delà des discours un peu en décalage avec le réel. L'enjeu de démocratiser les sciences, c'est pourquoi on veut promouvoir les recherches participatives à sciences citoyennes. Donc je l'évoquais, c'est mettre fin au monopole des chercheurs, chercheuses sur la production des savoirs légitimes aujourd'hui. La question, la responsabilité des scientifiques, je ne reviens pas trop dessus, on a des travaux à sciences citoyennes qui approfondissent cette question-là, de révéler la responsabilité des scientifiques et des institutions scientifiques, mais aussi de bien mettre, en intégrant à toutes les étapes de la recherche les acteurs de la société civile non marchande, qu'on peut appeler tiers secteur scientifique. C'est aussi l'idée de s'assurer que les recherches scientifiques soient réalisées au service du bien commun et donc non pas uniquement au service des acteurs de la croissance économique et de l'économie néolibérale. J'évoque très rapidement un article qui est sorti dans un média dominant récemment, Libération, qui est donc « Les scientifiques doivent repenser leur rapport au monde », qui a été coécrit par Jérôme Santolini et Isabelle Stengers, qui sont deux administrateurs et administratrices de sciences citoyennes, donc qui a été publié et qui aborde la question notamment de la responsabilité des scientifiques, donc publié récemment dans le média Libération. Les principaux enjeux, je reviens très rapidement dessus, mais je l'ai déjà un peu traversé. Pour nous, à Sciences Citoyennes, les enjeux derrière la promotion de la recherche participative, la question de produire des savoirs originaux à travers les processus de coproduction, la reconnaissance de la diversité des savoirs, la question du pouvoir et donc des asymétries de pouvoir, et donc d'avoir une vigilance, porter une vigilance sur ces effets de domination dans les processus de production de savoir, la question du fait que cette recherche participative puisse produire des résultats utiles pour les transformations sociales, écologiques que souhaitent porter les acteurs et les groupes impliqués dans les processus, la transformation derrière sociale et écologique comme un objectif de la recherche participative. Un deuxième, et donc la double finalité de la recherche participative avec la transformation sociale et écologique, c'est bien évidemment aussi de maintenir cette volonté de produire des résultats scientifiques de qualité. Je l'ai déjà évoqué, la responsabilité de la recherche, la démocratisation des sciences. J'évoque là très rapidement, j'essaie de le faire très rapidement, l'idée que la définition, pas l'approche politique, ça c'est celle de Sciences Citoyennes que je viens d'aborder, mais les éléments de définition de ce qu'on entend par recherche participative ont été repris dans différents dispositifs de financement de la recherche participative spécifiquement, à travers un dispositif que je vais présenter plus précisément juste après, donc le dispositif CO3 co-construction des connaissances, à partir de 2018. La région Bretagne a repris aussi les éléments de définition de la recherche participative dans le cadre de son appel à projet Recherche et Société, qu'elle lance donc annuellement depuis 2021. Et puis plus récemment, donc l'Agence nationale de la recherche a ouvert dans le cadre de son programme Science avec et pour la société 2 appels à projets visant explicitement à soutenir des projets de recherche participative avec ces éléments de définition-là similaires pour désigner les projets qu'ils souhaitaient soutenir dans le cadre de ces deux dispositifs. Je reviens rapidement ici sur l'idée que à travers donc cette présentation très rapide des collaborations Sciences Citoyennes engagées avec des acteurs publics, on identifie quand même un mouvement, un intérêt un peu supérieur de certains acteurs publics pour les processus de recherche participative tels qu'on l'entend à Sciences Citoyennes, et donc identifier aussi la diversité des types d'acteurs avec lesquels on a pu commencer à collaborer, notamment à partir de 2023-2024, que ce soit des collectivités territoriales, donc les régions Bretagne, Pays de la Loire, des agences comme l'ADEME ou l'ANSES, le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, mais aussi des établissements d'enseignement supérieur et de recherche comme le CNAM, INRAE ou l'Université de Nanterre. On est bien sûr très prudent sur ce mouvement d'intérêt
qui peut très vite s'essouffler et très vite disparaître. On l'a déjà vu, ça peut être aussi des formes de mode. Donc on est aussi très prudent sur le fait que le développement de la recherche participative est quand même un micro-phénomène encore aujourd'hui et qui n'est absolument pas stabilisé et particulièrement fragile. Et donc cet intérêt pour la recherche participative et donc le soutien au développement de la recherche participative aujourd'hui n'est pas du tout pérennisé. Et donc il y a effectivement un travail qu'on doit poursuivre à Sciences Citoyennes, mais aussi d'autres acteurs le font également pour s'assurer d'une diffusion toujours plus grande des pratiques de recherche participative. Je voudrais revenir sur un dispositif qu'on a contribué à créer avec Sciences Citoyennes, qui est né dans le cadre d'une convention entre l'association Sciences Citoyennes et l'ADEME, et qui a donné lieu à la création de ce dispositif CO3, co-construction des connaissances, qui a visé spécifiquement à soutenir des projets de recherche participative, tels que je l'ai présenté tout à l'heure, en tout cas au niveau de la définition. Je vais passer un peu vite sur les éléments historiques de création. Il y a eu plein d'étapes, c'était quand même la dimension expérimentale, elle était dès le départ identifiée, et donc effectivement ce processus-là a pris beaucoup de chemins différents, a rencontré pas mal de difficultés. J'ai pas le temps de rentrer trop dedans, mais en tout cas, vous indiquez ici que ce processus-là, qui s'est intégré à une convention entre Sciences Citoyennes et l'ADEME, a abouti à ce que se forme en fait un partenariat entre différents financeurs publics et privés, dont les logos sont ici, donc l'ADEME, Agropolis Fondation, la Fondation pour le Progrès Humain Charles-Léopold Meyer, la Fondation Carasso et la Fondation de France, et donc à concevoir ensemble un comité de pilotage pour ce dispositif avec Sciences Citoyennes. 3 appels à projets ont été lancés en 2018, 2019, 2021. On a vu sur les 3 appels qu'il y avait un décalage entre les moyens financiers possibles pour financer les projets et en fait la demande. Il y a eu énormément de dossiers qui ont été déposés. Nous, on était à peu près persuadés, mais bon, on est une association militante, alors on est toujours très optimiste et très ambitieux sur la transformation qu'on souhaite voir apporter, mais donc on avait la certitude qu'il y avait quand même des attentes, des communautés de chercheurs et d'acteurs qui étaient prêts déjà à vouloir engager des projets de recherche participative. Mais à ce moment-là, les bailleurs n'en étaient pas forcément persuadés, c'était une vraie expérimentation pour eux, donc surprise pour eux de devoir déposer en 2018 91 projets, puis 79 en 2019, et enfin 62 en 2021. La réduction du nombre de projets est en partie due à la redéfinition de la thématique de l'appel à projet qui était beaucoup plus large lors de sa première édition en 2018 que dans le 3e appel en 2021, mais en tout cas avec une nécessaire et difficile évaluation et sélection des dossiers, puisque les moyens financiers ne permettaient pas bien sûr de soutenir autant tous les projets déposés, même s'ils étaient de qualité. Et donc, je reviendrai aussi là-dessus, je le pointe, mais je reviendrai sur 2 choses. Le fait qu'on ait intégré dans ce dispositif un double guichet pour soutenir des projets en émergence et pour soutenir des véritables projets consolidés de recherche participative, mais également l'intégration et l'expérimentation au sein du dispositif CO3 d'un dispositif d'accompagnement à la recherche participative qu'on a appelé Tiers Veilleur et qui accompagnait tous les projets soutenus dans le cadre du dispositif CO3. Il avait aussi une démarche expérimentale dans les instances que s'est donné le dispositif. Donc j'évoquais le comité de pilotage du dispositif, mais aussi l'instance qui a été créée à côté, le comité d'orientation scientifique pluraliste, qui était composé de manière mixte, paritaire, par des chercheurs, mais aussi des acteurs associatifs, et qui avait un certain nombre de missions d'appui au pilotage, notamment dans l'élaboration de certains documents, comme le texte d'appel à projet, l'écriture du texte d'appel à projet, mais aussi dans tout le processus d'évaluation, puisqu'il a travaillé avec le comité de pilotage, notamment à l'élaboration de la grille d'évaluation, qui a évolué au fur et à mesure des appels à projet, mais aussi la réalisation même de l'évaluation, puisqu'il avait cette mission-là aussi, le COSP,
de faire l'évaluation des projets. Et donc une structure d'animation pour ce dispositif-là qui n'était pas qu'un guichet de financement, mais avec une volonté beaucoup plus grande, au-delà du seul financement, aussi d'être en capacité de créer des espaces d'animation et de rencontres pour les communautés qui étaient autant les porteurs de projets de recherche participative que les tiers veilleurs qui accompagnaient ces collectifs de recherche. Je vais passer un peu vite là sur ces diapos-là. C'était pour pointer en fait qu'on retrouvait bien la définition en fait de recherche participative que j'ai présentée tout à l'heure, l'idée de co-construction de la recherche, l'enjeu que les résultats des projets nourrissent la question de l'action et pas uniquement des enjeux scientifiques, que ces projets-là soient réalisés au service du bien commun. C'est dans le texte. Les partenaires devaient œuvrer à l'intérêt général. Il fallait que ce soit des chercheurs ou enseignants-chercheurs qui collaborent avec des acteurs de la société civile, des collectifs de citoyens, des associations, des acteurs de l'économie sociale et solidaire, des organisations professionnelles, voire des collectivités territoriales. Je passe un peu vite sur ce texte-là, qui est disponible aussi sur Internet, le texte d'appel à projet du dispositif CO3. Les modalités de réalisation des projets, donc coportage obligatoire par une organisation de la société civile avec la recherche, le fait d'associer différents types de savoirs, le fait que les collaborations se réalisent à toutes les étapes du processus de recherche, donc dès l'élaboration de la problématique jusqu'à la valorisation des résultats, et la question de problématiques conjointement élaborées, je l'ai évoqué. Il y a eu un travail, je l'ai évoqué aussi rapidement, sur l'évaluation, puisque le dispositif a bien intégré l'idée que la recherche participative ne pouvait pas subir le même type d'évaluation qu'on a classiquement, notamment dans le champ scientifique. Il y avait forcément des dimensions que la recherche participative déploie, que n'étaient pas en capacité de saisir en fait, les dispositifs d'évaluation mis en place dans le champ scientifique tel qu'il est établi de manière disciplinaire et cloisonnée. Et donc, il y a eu un travail, effectivement, qui a abouti aussi au renforcement, à la consolidation un peu de processus d'évaluation, mais aussi de la grille. Et donc, à travers ce travail-là, au moment de l'appel à projet 2021, je vous présente là, trop rapidement, les critères établis pour faire l'évaluation. Donc, critères de qualité et de pertinence participative du partenariat et du dispositif, avec un certain nombre de questions du coup, à pointer en fait, sur la manière dont d'évaluer ce critère-là. En fait, ces critères-là sont issus d'un guide pour les évaluateurs qui a été produit dans ce dispositif-là, puisque le dispositif a abouti à ce que l'évaluation que réalisait le COSP était aussi appuyée par des évaluateurs externes. Et donc, il avait fallu penser un outil qui permette à ces évaluateurs externes de comprendre le sens du processus d'évaluation et le sens de ce qu'était la recherche participative dans le dispositif. Donc, il y a eu un guide qui a été produit en interne pour que les évaluateurs externes apprennent bien les enjeux de cette évaluation-là. Donc, je reviens sur les critères, la qualité du partenariat, la qualité, la pertinence scientifique. Donc, ça, on va dire que c'est le critère qui est à peu près classique dans les évaluations de projets de production scientifique. Malgré tout, on posait quand même la question là, dès ce critère-là, de savoir de quelle manière avaient été co-construites les questions de recherche avec les partenaires, mais on retrouve quand même malgré tout là, une approche plutôt classique sur ce critère-là, spécifiquement lié aux démarches scientifiques. Sur la qualité et la faisabilité, la cohérence du projet, là on revient aussi sur la question par exemple de la gouvernance et l'enjeu de l'évaluation, de savoir de quelle manière, et donc on renvoie ici, en parlant de gouvernance, à la question du pouvoir et la question de la maîtrise aussi du processus de recherche participative, et donc de savoir s'il y a bien un rapport de pouvoir partagé sur la maîtrise du processus de recherche entre les différents partenaires. C'est la question qui est posée, et donc la question aussi de savoir de quelle manière sont impliqués les partenaires selon les différentes étapes du processus de recherche. Puisque, en fait, nous-mêmes, à Sciences Citoyennes, on répond à des appels à projets, donc on sait très bien qu'il faut mettre des mots-clés dans les réponses pour que le financeur nous
sélectionne notre projet. Donc, on sait très bien qu'il faudra aller un peu au-delà du discours en fait, porté par les candidats pour aller chercher véritablement de quelle manière ils peuvent nous prouver qu'ils vont viser exactement les ambitions que porte le dispositif CO3 en matière de coproduction des savoirs, et notamment à travers du coup cet enjeu d'implication et des modalités d'implication des différents partenaires du collectif de recherche aux différentes étapes. Et la question, donc quatrième critère, la diffusion des résultats scientifiques et la question de l'impact transformatif, impact sociétal, qui est donc la double finalité de la recherche participative telle que je l'ai évoqué rapidement. Un autre enjeu, donc là, toujours sur la question de l'évaluation, là j'aborde un peu la question de la manière dont on essaye, nous, à Sciences Citoyennes, d'outiller la recherche participative. La recherche participative, on se rend bien compte que c'est en fait des pratiques très complexes si on veut véritablement qu'elles atteignent les objectifs qu'on leur donne, qui sont quand même des objectifs particulièrement ambitieux, avec des moyens toujours limités. Et donc, il a été nécessaire pour nous de se dire que non, la recherche participative n'était pas magique. On avait beau être des militants, et donc de porter des combats de transformation de la société, transformation sociale, écologique, etc., de croire très fort que notre action a un sens et un enjeu politique très fort, etc., et donc il était nécessaire de promouvoir la recherche participative parce qu'on pensait que c'était une solution parmi d'autres pour aboutir à cet objectif-là. Il ne reste, on a quand même une démarche quand même assez pragmatique en se disant bon, on a beau quand même y croire très fort, il faut nécessairement se rendre compte que c'est quand même difficile à mettre en œuvre et qu'il va falloir quand même réfléchir aux modalités concrètes qui permettent de réaliser véritablement ce qu'on entend derrière la recherche participative. On a essayé de réfléchir à travers, toujours sur la question de l'évaluation, mais à un dispositif d'auto-évaluation, de se dire qu'il fallait aussi que les partenaires des projets dans le collectif de recherche, ils aient aussi une possibilité d'implication aussi sur le processus d'évaluation de leurs pratiques, de leurs projets. Donc ça fait partie des choses qu'on a commencé à réfléchir déjà dans un rapport qu'on a publié en 2016, et le faire en sorte que on laisse la porte aussi à ce que l'évaluation puisse être menée en partie par les acteurs embarqués. C'est resté pour l'instant de notre côté très théorique, parce qu'on l'a pas véritablement expérimenté. Ça a été intégré en fait dans le texte, donc je reviens sur le dispositif CO3, dans le texte d'appel à projet de 2021, notamment à travers donc, un critère 5 qui existait au moment de la publication de l'appel à projet et qui a été réintégré dans un autre critère, puisqu'il n'y en avait plus que 4 quand je vous ai présenté tout à l'heure la grille qui avait été utilisée. Dans le texte d'appel à projet, le critère numéro 5 fait bien apparaître l'idée qu'on attendait des candidats la réalisation d'une auto-évaluation, et donc ils étaient, on leur demandait donc du coup de proposer ce que pouvaient être, selon eux, ces critères d'auto-évaluation de leur propre projet. Et on retrouvait du coup cette dimension-là dans le texte, donc l'annexe technique qui était transmise aux candidats pour répondre à l'appel à projet. C'est également un élément qu'on retrouvera donc dans le guide de l'évaluateur que j'évoquais tout à l'heure, qui sera transmis dans le critère 4, à travers l'idée de voir s'il y avait bien dans les dossiers une proposition d'auto-évaluation critique de la portée sociétale du projet qui était indiquée dans les projets. Et donc c'était dans les questions qui allaient avec le critère, ça apparaissait aussi dans les questions que devaient se poser les évaluateurs ou évaluatrices des projets. Je revenais en arrière ici. Si j'ai encore un petit peu de temps, je vais aborder un autre outillage qu'on a testé avec Sciences Citoyennes, qu'on a appelé tiers veilleur, qui est un dispositif d'accompagnement à la recherche participative. La notion de tiers veilleur n'est pas de nous, on l'a emprunté au ministère de la Transition écologique, qui ne s'appelait pas comme ça à ce moment-là, mais aujourd'hui c'est comme ça, qui dans son programme repère que j'ai évoqué tout à l'heure, donc programme repère du ministère, qui a donné lieu à 2 appels à projets en 2010 et 2011, qui visaient, au moment du lancement du projet, qui visait à soutenir financièrement des projets coportés par des chercheurs, chercheuses
d'un côté et des associations environnementales de l'autre. Donc le ministère ne parlait pas de recherche participative à ce moment-là. Néanmoins, dans sa période de capitalisation, il reviendra sur les différents projets qu'il a pu soutenir et qui qualifiera à partir de 2016 de recherche participative, puisque le ministère, dans le programme Repère, arrêtera très vite le financement des projets au bout du deuxième appel à projet, mais engagera quand même pendant plusieurs années un travail de réflexion, toujours dans le programme Repère, mais à travers la mise en place d'une commission, donc de réflexion autour de cette pratique expérimentale de soutien à ces projets-là qui étaient coportés par des chercheurs et des associations. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans le deuxième appel à projet, le ministère a décidé d'expérimenter l'introduction d'un acteur auprès de tous les projets soutenus qu'il a appelé donc tiers veilleurs. Et les tiers veilleurs avec un rôle beaucoup plus axé dans la volonté du ministère sur la réflexivité. Réflexivité à travers les pratiques qui étaient en train de soutenir le ministère de la Recherche, mais aussi réflexivité à un autre niveau, au niveau du programme, sur véritablement ce qu'apportait le programme à travers le financement de ces projets-là. En fait, l'expérimentation tiers veilleur va s'arrêter là, puisque le ministère arrêtera à partir du deuxième appel à projet de financer des projets. Mais Sciences citoyennes, qui était soutenue par le programme Repère dans le cadre d'un projet soutenu dans le cadre du deuxième appel à projet, a fait l'expérience de ce tiers veilleur qui a accompagné son projet. Et donc, on a gardé la notion, mais en voulant l'expérimenter avec l'idée qu'il puisse être une solution au constat qu'on faisait que la recherche participative n'était pas magique et qu'elle était très complexe à mettre en œuvre et que les communautés qui souhaitaient faire de la recherche participative, les associations d'un côté, les chercheurs, chercheuses de l'autre, finalement n'étaient pas du tout formés à faire de la recherche participative avec les ambitions qu'on souhaitait donner donc à ces processus de coproduction de savoir. Et donc on s'était dit, en l'absence de formation, et aujourd'hui si les acteurs qui souhaitent faire de la recherche participative ne sont pas armés pour ça, ne sont pas outillés, peut-être que mettre en place un accompagnement permettrait du coup de renforcer leur capacité de collaboration dans les processus de recherche participative. Donc on a expérimenté avec le soutien de la Fondation de France ce dispositif d'accompagnement. On a nous-mêmes accompagné donc des projets pour tester ce que ça pouvait être. On l'a également mis en place et expérimentant dans le dispositif CO3, je l'évoquais tout à l'heure, qu'on a créé avec l'ADEME et les autres partenaires financeurs, puisque tous les projets qui ont été soutenus, la trentaine de projets qui a été soutenus par le dispositif CO3 ont été accompagnés par ce dispositif d'accompagnement tiers veilleur. Et donc, une des missions qu'avait Sciences citoyennes dans le cadre de l'animation de CO3, c'était aussi l'animation de cette communauté de tiers veilleurs au sein du dispositif CO3. C'est également un travail qu'on mène à Sciences citoyennes d'animation de cette communauté de tiers veilleurs auprès du Conseil régional de Bretagne, qu'on accompagne dans le cadre de son appel à projet Recherche et Société, qui finance de la recherche participative donc sur le territoire de la Bretagne, et qui a ouvert aussi dans son appel à projet la possibilité pour que les candidats qui déposent des projets puissent être accompagnés par un tiers veilleur ou une tiers veilleuse avec un budget dédié pour cet accompagnement-là. Donc on réalise également cet accompagnement et à travers les différentes expérimentations et les différents espaces de réflexion qu'on a voulu mettre en place et qu'on a pu mettre en place avec toujours des moyens un peu limités, on a publié un premier rapport. Je dis premier, c'est le seul pour l'instant, mais j'espère qu'on aura la capacité de produire encore d'autres écrits sur ce dispositif-là en 2020, donc rapport sur l'accompagnement à la recherche participative dispositif tiers veilleur qui est disponible sur le site internet de l'association. Et aujourd'hui, on expérimente encore ce dispositif d'accompagnement à la recherche participative en accompagnant des projets qui sont soutenus par l'Agence nationale de la recherche dans le cadre du programme que j'ai évoqué, Sciences avec et pour la société et les appels à projets recherche participative. Ça, c'est un extrait du rapport de 2020 pour identifier, et donc la liste n'est absolument pas exhaustive, les différentes missions qu'un tiers veilleur pourrait jouer, mais c'est uniquement pour illustrer le fait qu'il y avait aussi une nécessité
de réfléchir à de quelle manière le tiers vert pourrait faciliter l'outillage et la réalisation des pratiques de recherche participative pour les collectifs qu'il allait accompagner. Je passe peut-être sur les caractéristiques. Donc je l'ai évoqué, du dispositif tiers veilleur, dans le cadre du texte d'appel à projet, co-construction des connaissances CO3, également les caractéristiques du dispositif tiers veilleur dans l'appel à projet de la région Bretagne. Il y a d'autres dispositifs, donc je l'ai déjà évoqué, de financement qui intègrent notamment l'Agence nationale de la recherche, ce dispositif encore totalement expérimental de tiers veilleur. Je voulais présenter, combien de temps il me reste ? Plus vraiment, d'accord. Donc ça c'était, je voulais présenter mais je le ferai pas. Notre rôle de tiers veilleur, le rôle de tiers veilleur qu'on a joué Sciences Citoyennes auprès du projet Respect qui était financé par le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Et donc je voulais présenter un peu la démarche qu'on a eue d'accompagnement auprès du collectif de recherche qui était assez complexe, assez diversifié, enfin, avec une diversité d'acteurs impliqués assez grande. Je voulais présenter la méthodologie qu'on avait utilisée. Voilà, on a utilisé des outils, mais Bertrand a déjà évoqué la question de l'outillage, enfin des outils qu'on peut utiliser et qui sont pas qui sont pas forcément des outils clés en main. Enfin, du coup, qu'il faut de toute façon adapter toujours au contexte de collaboration auquel on est confronté. Ça, c'est les deux projets que Sciences Citoyennes accompagne actuellement et qui sont financés par l'Agence nationale de la recherche. Et donc, on accompagne en tant que tiers veilleur. Je voulais revenir, je crois que c'est la dernière, c'est les deux dernières idées. Un outillage particulier, c'est le financement de la phase d'émergence. On s'est rendu compte que la recherche participative n'est pas magique. Les bonnes volontés ne suffisent pas pour qu'on fasse de la recherche participative. Il y a nécessité d'intégrer que la recherche participative nécessite une articulation de temporalité un peu différente, et notamment la temporalité de la rencontre entre ces acteurs qui ne se connaissent pas très bien, qu'on prenne les associations avec les chercheurs. Il faut du temps pour se comprendre, construire un langage commun, comprendre également qui est en face de nous, les objectifs de chacun, etc., 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 pour pouvoir aboutir à la formulation d'une question de recherche partagée et co-construite. Et donc tout ça, ça prend du temps et ça nécessite des moyens. Et donc il était nécessaire, c'était déjà une recommandation que Sciences Citoyennes faisait dans son rapport de 2013, nécessaire de financer, de soutenir, en plus du projet de recherche participative, la phase en amont, la phase amont de la recherche participative qui, avant même la formulation de la question de recherche partagée. Et donc cette phase d'émergence, elle a été intégrée dans le dispositif CO3, mais on la retrouve également dans les pratiques de l'INSERM avec son dispositif d'amorçage, ou encore, je l'ai évoqué tout à l'heure, dans le deuxième appel à projet de l'ANR pour la recherche participative. Un dernier élément, c'est la création toute récente d'une formation certifiante à la recherche participative sur laquelle on a travaillé entre le CNAM et Sciences Citoyennes et qui devrait ouvrir, si il y a assez de personnes qui souhaitent s'y inscrire, dès janvier 2025. Et je m'arrête là.